En République démocratique du Congo, Sylvestre Ilunga Ilukamba n'est plus Premier ministre. Convoqué par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale pour répondre de la motion de censure déposée contre son gouvernement par quelques 301 députés nationaux, le fidèle de l'ancien président Joseph Kabila, avec qui il était encore à Lubumbashi lundi dernier, a choisi de briller par son absence. Par courrier, il affirme que ce bureau provisoire n'est pas compétent pour examiner une telle motion de défiance et donc, en son absence, 367 députés sur les 500 du Parlement ont voté la censure contre Sylvestre Ilunga et son gouvernement. Qu'est-ce qui explique une telle majorité pour un Parlement acquis encore il y a quelques semaines à la cause de Joseph Kabila? Quelles en sont les conséquences tant d'un point de vue politique que social, qui, pour remplacer le fidèle de Joseph Kabila, RDC, nouvelle victoire pour Félix Tshisekedi à l'Assemblée, censure contre Sylvestre Ilunga, coup de grâce au kabylisme, c'est le thème du plateau du jour. Merci de nous préférer pour vous livrer la teneur de l'information à travers les analyses de nos invités. Avec nous aujourd'hui, Dino Lokossou, bonjour. Bonjour. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSAPD. Face à vous, Justin Mpati, bonjour. Oui, bonjour Johannes. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Un plaisir de vous avoir sur le plateau, messieurs. Joseph Kabila Kabange, après 18 ans passés à la tête de la RD Congo, avait il y a 2 ans 336 députés sur les 500 du Parlement. Aujourd'hui, 367 ont voté pour déchoir le Premier ministre et son gouvernement. Comment peut-on l'expliquer, Justin Mpati? Je crois que le nouveau président de la RDC doit gouverner et il doit également se préparer pour un autre mandat, pourquoi pas. De ce point de vue-là, lorsque la configuration politique de l'Assemblée nationale ne l'arrange plus, lorsque les différentes alliances qu'il a eu à réaliser, il constate de plus en plus qu'il y a des nuages noirs au firmament par rapport à la mise en œuvre de ces alliances-là. Et il doit prendre ses responsabilités, surtout lorsque, du point de vue du droit, la Constitution ne l'empêche pas. Donc je crois que, constatant de plus en plus des difficultés, remarquant que les objectifs par rapport à la gouvernance du Premier ministre ne sont pas en train d'être atteints, il a préféré prendre ses responsabilités. Et avant ça, il a annoncé la fin de la coalition avec Kabila, et par la suite, ce qui a suivi et intervient maintenant le vote de censure. C'est vrai, bon, quand on tient compte du raisonnement du Premier ministre, et a priori, au début, c'est comme si ça ne respecte pas les règles du droit constitutionnel, les règles de la Constitution congolaise, mais par la suite, cela s'est réalisé. Je crois qu'il peut voir à travers ça des intrigues politiques dans une enveloppe de droit, une enveloppe juridique, et c'est tant mieux pour le président actuel, parce qu'il faut que le Congo se porte davantage mieux. Voilà. Alors, Dédé Lokossou, l'ancien président, est accusé, à tort ou à raison, de s'être enrichi avec son clan durant 18 ans. Qu'est-ce qui explique cette trahison dans son propre camp politique, alors même qu'il avait une majorité, on va le dire, quasi royale et intouchable il y a 2 ans à peine? Bon, je crois que l'histoire du Congo, c'est une histoire... Excusez-moi. C'est une histoire vraiment difficile à cerner, parce que les problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Les problèmes ont commencé depuis l'indépendance. Là où ils ont assassiné le Premier ministre Patrice Lumumba, et ils ont dissous son corps dans de l'acide sulfurique, et dans leur coutume là-bas, lorsqu'on n'a pas fait une sépulture digne du nom à quelqu'un, surtout de la dimension de Lumumba,
et ça perturbe, ça gêne le pouvoir. Et c'est pour cela que depuis, après l'ère Mobutu, où il a gouverné dans une dictature effroyable, aujourd'hui, on se retrouve face à la vérité ou à la réalité. Le président actuel, Tshisekedi, son papa a été premier ministre. Tout à fait. De Mobutu. Donc, la trahison n'a pas commencé depuis hier. Lui-même, il était dans un triumvirat, dans un trio, avec Jean-Baptiste Bemba, Mayoula et Jean-Pierre Bemba. Bemba. Et ce n'est pas lui qui devrait être candidat. Tout à fait. Il a noué. Martin Fayoulou. Oui, c'est Martin Fayoula. C'est ça. Fayoulou. Donc, il a dribblé ces deux protagonistes, ces deux amis, et a noué une relation incestueuse avec le fils de Kabila fils. Donc, c'est lui-même qui a créé les conditions objectives pour que, au bout du rouleau, il soit trahi. Donc, quand les gens vous voient dans l'ombre et vous pensez qu'il n'y a pas de lumière, il y a quand même en politique, il y a, surtout en Afrique, le sport roi, c'est la transhumance. Donc, l'autre, il les a fait, il est parti, mais je corrige pour dire que c'est 391 voix qui ont fait éclater le Parlement. Donc, je crois que c'est ce qu'il a... Il sait faire que les gens lui appliquent. Mais ça ne signifie pas que si le président actuel ne renoue pas avec ses anciens partenaires, les deux, surtout Jean-Pierre Bemba et encore Moïse Katumbi. Comme Katumbi, et celui qui a dit qu'il a gagné les élections, et le président Tshisekedi s'est substitué à lui, et heureusement il a attendu 2 ans pour que la tension s'apaise un peu, pour qu'il a commencé par tisser les choses là. C'est de bonne guerre. Donc, Kabila n'étant plus au pouvoir, et c'est ça doit être une leçon pour les dirigeants africains. Voilà. Alors, c'est vrai, il faut préciser que le vote à l'Assemblée, c'était bien 367 pour le camp. Et 391, c'est la nouvelle majorité que l'informateur désigné est allé rendre compte au président Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore à plus de députés que ceux qui ont voté pour déchoir donc Sylvestre Ilunga Ilukamba. Alors, dans une lettre au bureau provisoire du Parlement, le Premier ministre dénonce la motion de censure comme une manœuvre politicienne sans fondement factuel et au mépris des exigences même de l'état de droit. Il estime en fait qu'un bureau provisoire n'a pas vocation à le convoquer et à l'écouter, et qu'il serait prêt à répondre à l'appel d'un bureau définitif. Selon vous, est-ce que le président Tshisekedi est en train de tordre le cou à la loi dans sa volonté de gouverner, dans sa volonté d'avoir sa majorité propre à lui-même? Oui, une réponse juridique et une réponse politique. Par rapport à la perception que le Premier ministre Ilunga a eue de la procédure de vote de censure, de défiance à son égard, quand on interroge la Constitution congolaise, notamment en ses articles 146 et 147, vous voyez de manière claire que c'est l'Assemblée nationale qui a pour mission de voter cette censure contre le Premier ministre. Et tel que c'est formulé, on perçoit que c'est l'Assemblée nationale dans ses attributs habituels. Donc, on devrait déduire que ça ne devrait pas être une Assemblée nationale pilotée par le bureau provisoire. Cependant, en restant dans ce que nous appelons le positivisme juridique, c'est-à-dire le droit, c'est ce qui est écrit
de ce point de vue-là, une fois que ce n'est pas écrit dans la constitution congolaise, alors il faut pouvoir comprendre que ce n'est pas dedans, la constitution n'a pas prévu cela. Mais lorsque vous rapportez au règlement intérieur de l'Assemblée nationale congolaise, vous constatez en son article 13 que l'article 13 définit les missions du bureau provisoire. Et là, en se basant toujours sur la même théorie positiviste que j'ai évoquée tout à l'heure par rapport à la Constitution pour dire que la Constitution n'en a pas parlé, c'est bien écrit 3 missions, et parmi les missions, vous ne retrouvez pas du tout le vote de défiance vis-à-vis du Premier ministre. De ce point de vue-là, cela permet donc de dire que ce bureau-là doit assurer ces missions-là et assurer des tâches courantes. Mais ça, c'est le droit, ça. C'est du droit constitutionnel. C'est leur constitution, ça. Le Premier ministre, en fait, est confronté à des réalités politiques sérieuses. Il constate que de plus en plus que cette alliance-là, avec, je crois que c'est le FCC, et cette alliance avec Kabila ne l'arrange plus. Il semble que les éléments de Kabila autour de lui développent des actions de sabotage de son mandat, de manière à ce qu'il lui soit difficile de se présenter ou d'être élu au prochain, à un autre mandat. Et il a décidé de prendre ses responsabilités. Quand j'ai suivi l'actualité, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, il a évolué étape par étape. Lorsqu'il a renversé l'Assemblée nationale, comme ça a été prévu par la Constitution. Puisque le régime, quand j'ai analysé, c'est un régime parlementaire, où le Premier ministre, l'exécutif, il sort de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Plus précisément de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un régime qui frise un peu un régime d'assemblée, mais c'est beaucoup plus une coloration du parlementarisme. Donc, c'est comme si c'est l'Assemblée nationale qui envoie le Premier ministre, la majorité, qui envoie le Premier ministre en mission auprès du chef de l'État, au plan exécutif. Ce qui implique que le Premier ministre devient responsable. Il assure la responsabilité et assume la responsabilité politique de l'exécutif devant l'Assemblée nationale. Tout à fait. Alors, ce que Félix Tshisekedi a fait, c'est qu'il a pris un risque, mais un risque qui lui a payé. Il a renversé l'Assemblée nationale. Et lorsque l'Assemblée nationale a été renversée, de nouvelles élections ont été faites et il s'est assuré de se réaliser une majorité dans cette Assemblée nationale-là. Ça veut dire qu'il y a 2 éléments qui ont joué. Il y a ce que j'appelle un élément de réel politique. C'est-à-dire, actuellement, c'est lui qui est là. C'est lui qui est aux manœuvres. C'est lui qui a en main le pays. Et le deuxième élément, c'est lui qui distribue la manne. Donc, les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin d'avoir des sous, les gens ont besoin d'avoir des pouvoirs, d'où il y a allégeance. Même au niveau des gouverneurs provinciaux, vous constatez qu'il y a allégeance. Et lorsque cette question est réglée, au niveau de cette question de majorité est réglée à l'Assemblée nationale, il est resté toujours dans l'ombre et il a joué le jeu politique nécessaire pour que l'Assemblée nationale soit amenée à voter cette censure contre le Premier ministre. Mais, vous avez vu, le Premier ministre est revenu par la suite pour dire qu'il va démissionner. Parce que, bien que les règles de procédure ne soient pas totalement respectées, parce que ça peut être sujet à controverse, cette affaire de bureau provisoire. Certains juristes peuvent vous dire que ce n'est pas bien, d'autres peuvent vous dire que mais c'est tant mieux. Ah ben, l'article 163 de la même Constitution prévoit que lorsque l'Assemblée nationale exige de la part du Premier ministre une démarche, pose une question et que le Premier ministre ne répond pas dans un délai de 30 jours, ce Premier ministre-là, il sera poursuivi pour outrage à l'Assemblée nationale. Donc c'est par rapport à l'article 163 de cette constitution qu'il a été obligé de se réviser, peut-être également sur la base de la discussion qu'il a eue avec son mentor. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais à partir de l'analyse que mon grand frère a faite tout à l'heure, je vois que 2 éléments doivent piloter la gouvernance au Congo. Le consensus et le respect des règles
juridiques, des règles constitutionnelles. Et ces protagonistes-là, c'est-à-dire Kabila, Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Katumbi, Fayulu. Voilà, Fayulu. Ces protagonistes-là, il faut véritablement que l'esprit, et le doyen Lokoso a évoqué quelques aspects d'ordre coutumier tout à l'heure. Il faut que l'esprit congolais, il faut que les mânes du Congo puissent les inspirer. Et celui qui a en main, en fait, le gouvernail, c'est Félix Tshisekedi. Et il faut qu'il joue le jeu. Évidemment, il doit faire en sorte que Maurice Katumbi, que tous les autres, parce que avec ce qui se passe là, Kabila est en train d'être isolé. Il est en train d'être isolé et c'est sûr qu'il y aura un rapprochement entre Maurice Katumbi et il y aura davantage de rapprochement entre Maurice Katumbi et Jean-Pierre Bemba ainsi que le Tshisekedi. Alors quand ça va être fait, on peut arriver à un front contre Kabila. Et j'espère bien que le président Félix Tshisekedi saura jouer le jeu pour que le camp de Kabila ne vive pas la suite, ne vive pas les années à venir comme un volcan éteint pour chercher à aller à une revanche. Donc, on a finalement l'impression qu'au Congo, comme l'a dit le doyen Lokoso, depuis son indépendance, on assiste à des intrigues, à des controverses, à des trahisons. Et finalement, on se demande où se trouve la satisfaction de l'intérêt général, où se trouve la prise en compte des questions sociales, où se trouve la prise en compte de la satisfaction du peuple. Enfin, c'est des questions fondamentales. Donc, tout à fait. Voilà un peu. Alors, le désormais ancien Premier ministre estime qu'un bureau provisoire ne peut pas traiter de son cas, mais il dit qu'il est prêt à démissionner. Visiblement, c'est un estime qu'il attend qu'on lui notifie le vote du Parlement qui est donc intervenu il y a de cela quelques heures. Selon vous, est-ce que Sylvestre Ilunga doit démissionner? En fait, la Constitution lui l'oblige à démissionner 24 heures après avoir constaté donc un vote de défiance acquis donc pour son départ. Est-ce que selon vous il doit démissionner ou bien il doit, comme l'estiment certains caciques de sa famille politique, se braquer et rester en poste et attendre ce qui se passera? Non, moi je crois que son pouvoir est déjà mort. Il est déjà lâché par les siens. Donc il ne peut pas s'imposer. Et nous sommes en matière politique où l'honnêteté n'est pas toujours de mise. À partir du moment où la procédure est enclenchée, où on a eu à éjecter déjà la dame présidente de l'Assemblée nationale et qui a avalé son affaire, moi je crois qu'il n'y a pas de juridisme à brandir. Il doit se contenter de son sort et rentrer. S'il est député, il reprend peut-être sa place de député et rentrer doucement dans les rangs. Autrement dit, il sera broyé parce que celui qui est là aujourd'hui, c'est lui qui a la force, c'est lui qui commande l'armée, enfin toutes les forces de l'ordre, pouvant l'aider dans l'accomplissement de sa tâche. Alors, donc, le Congo a un problème. Il y a toujours des agressions venant d'ailleurs, donc le pays n'est pas totalement maîtrisé. Aujourd'hui, Kabila revendique une dent de Lumumba qui doit arriver avant les prochaines fêtes de l'indépendance du 30 juin pour qu'on puisse lui faire une sépulture à monsieur Lumumba, qui était vraiment un homme bien inspiré, qui, si on ne l'avait pas assassiné, il aurait fait des choses pour le Congo merveilleuses. Bon, alors c'est un pays qui est plus grand, 80 fois la Belgique qu'il a colonisé, et le roi de la Belgique s'était installé là, c'était sa propriété privée. Ils ont pillé le pays et à l'indépendance maintenant, ils se sont mêlés pour créer la confusion. Donc c'est dans ce débat-là que Daga Marshall, l'ancien secrétaire de l'ONU, son avion est tombé, écrasé et il est mort. Donc le père de Kabila, qui a toujours incarné les idées de Mobutu,
C'est lui qui a commencé par mener une guérilla contre Mobutu, malgré son titre de maréchal. Je crois qu'il a dû prendre la fuite. Et aujourd'hui, il est mort. Et il est enterré au Maroc. Donc, je crois que, contrairement à ce qu'a avancé mon vis-à-vis, mais les élections, ce n'est pas cette coalition hétéroclite qui va élire, c'est le peuple qui va élire chose-là. C'est pas parce que il a un premier mandat que forcément s'il se présentait une nouvelle fois, il aura et il sera élu. Parce qu'il y a les Katumbi, il y a des gens plus forts que lui. Donc, c'est pourquoi il a vite conclu un marché de dupes avec celui qui est parti. Et aujourd'hui, lui, il doit être dans un regret. Parce qu'il devait organiser les élections à bonne date. Il a eu un bonus, comme on en a l'habitude en Afrique. Il faut toujours chercher le bonus. Mais l'exemple du Congo n'est pas imitable. Voilà qui est clair. Alors, j'avertis. On vous aura compris, Dieudonné Lokossou. Sommes-nous en train d'assister au requiem politique de Joseph Kabila? C'est une question qui mérite d'être posée. Et je crois que les Félix Tshisekedi signalent un certain repos, pas repos éternel, à Kabila. Mais vous savez, quels sont les intérêts du président actuel? Le président actuel et en même temps les défis. Et le président actuel doit travailler à la sécurisation du pays. Et par rapport à ça, davantage de collaboration et de coopération avec les puissances étrangères. Les puissances étrangères qui n'ont jamais lâché ce pays depuis toujours, depuis la nuit des temps. Depuis toujours. La mort de Lumumba, dont le doyen vient de parler, il y a une certaine histoire, une certaine théorie d'histoire, ou une tendance historique qui démontre que c'est lié à la Belgique. Et c'est les Occidentaux qui ont comploté avec... De toute façon, on n'aurait pas pu le tuer sans une aide extérieure. Donc on aurait appris que... Et aujourd'hui, vous voyez, les Américains sont là, vous avez la France qui est derrière, la communauté internationale... La Belgique qui continue. Oui, la Belgique qui continue. La communauté internationale cache généralement des États à intérêt inavoués qui donnent l'impression qu'ils assistent un État. Il doit sécuriser le pays. Il doit travailler au développement du pays pour que la population se sente mieux. Donc, il recherche des résultats. Et il doit préparer, M. Lokossou. Je ne suis pas congolais, je ne suis pas son conseiller politique non plus. Mais je dis, lorsqu'on a un premier mandat, on a intérêt à travailler, c'est-à-dire à rester aux côtés du peuple, faire en sorte que le peuple mange du pain, boive de l'eau, ait la paix, jouisse de ses libertés, de ses droits fondamentaux, que le peuple sente que le président de la République est proche de lui, est très proche de lui et l'écoute. Lorsque le peuple a tout ça, le peuple a tendance et a intérêt à voter pour un second mandat pour ce président. Alors, si je reste dans la logique du président Tshisekedi, qui doit vouloir un second mandat, il ne peut pas permettre qu'il y ait du sabotage de son action politique dans un exécutif à double face, où on a un président, on a un premier ministre qui sort de l'Assemblée nationale. Il doit rester prudent. Moi, je crois que ces intrigues politiques-là, je les trouve comme des situations normales. Maintenant, quand, à 3 ans de la fin de son mandat, quand on aura fini de clarifier l'espace et que tout sera clair, il faudra maintenant que le président agisse en tant que président. Parce que là, on est en train de le voir beaucoup plus en tant qu'acteur politique. Mais rien ne dit que... Parce que les milieux politiques sont des milieux de surprise. Alors, ce que je vois tout de suite, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma
prise de parole précédente, c'est qu'il y aura un rapprochement entre Katumbi et le président actuel. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ils sont dans l'Union sacrée de la nation, voilà, avec Jean-Pierre Bemba. Voilà. Non, même au plan, puisque un nouveau gouvernement va naître, ce gouvernement qui va naître, là, vous allez voir de manière claire que le président sera dans totalement une autre option, différemment de l'option qu'il avait prise avec Kabila. Alors, avant les 3 ans à venir, Kabila n'a pas intérêt à rester tranquille. Il va certainement mener des démarches, moi je ne sais pas. Il va certainement prendre des dispositions, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr pour le moment, je crois qu'il est repoussé dans son dernier retranchement parce que par le biais du Premier ministre, par le biais du gouvernement, il influençait les choses. Et par le biais de l'Assemblée nationale, il influençait les choses. Maintenant que l'autre a pris ses responsabilités, en ayant la même issue l'Assemblée nationale, et là également, j'espère qu'il va continuer par surveiller les choses, et qu'il aura un nouveau Premier ministre qui va également continuer par suivre de près. Je crois que pour les années à venir, il a le terrain libre pour pouvoir gouverner. Qu'est-ce que Kabila pourra faire? Je ne sais pas. Il a été un ancien président congolais. Il a certainement, il a eu des alliances avec l'étranger. Il va certainement se retrouver d'office dans l'opposition, et de cette position d'opposition, ou bien dans une situation mi-figue, mi-raisin, et de cette position-là, il aura à se reconstruire et à reconstruire son parti politique ou ses alliances du parti politique. Voilà. Alors, est-ce que Joseph Kabila peut rebondir, selon vous, Lionel Ogossou? Quelqu'un qui a régné sur le pays 18 ans, ce n'est pas inutile. Et il a des ambitions. Et j'ai appris qu'il veut revenir. Ici, la présidence actuelle de Tshisekedi n'est qu'un intermède. Mais je ne sais pas si vous êtes allé une fois à Kinshasa. Dans cette ville, où il y a beaucoup de monde, ils sont nombreux, les Congolais. Tout à fait. Il y a une misère géante. Quand vous voyez des gens sans abri, ça veut dire que depuis 1960, le malheur poursuit ce peuple. Et tous les dirigeants en sont responsables. Mobutu est venu faire du folklore, il a changé de nom, il s'appelait Désiré. Joseph, après c'est Koukubanda. Mobutu, c'est devenu Saïd. Et elle a prononcé, obligé certains pays à le suivre, et on a appris à danser, à déhancher. Bon, alors, donc, si les gens ne s'occupent pas des problèmes réels du peuple, mais le peuple va vous lâcher. Mais toujours est-il qu'il y aura un président. Mais aujourd'hui, c'est grâce à sa prise de pouvoir que ses anciens amis ont pu faire le retour au Congo. Sinon, Kabila avait bouté dehors tous ces gens-là. Et Bemba, qui a voulu se présenter, il lui a brandi son séjour à la CPI pour dire que c'est un condamné, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Donc, et du fait de la longévité, de sa longévité au pouvoir, il doit avoir toujours des bases. Et comme en Afrique, il n'y a pas une idéologie, les gouvernants, on ramasse les gens par-ci, par-là, pour aller voter. Les gens votent, ils ne savent même pas pourquoi ils votent. Donc, moi, je pense que rien ne doit être exclu, mais celui qui est là, aujourd'hui, il a peut-être une longueur d'avance sur ceux qui vont demain se préparer à venir chercher à le remplacer. Voilà. Alors, Modeste Bahati Lukwebo, l'informateur désigné, a remis donc son rapport au chef de l'État Félix Tshisekedi. Il assure d'une nouvelle majorité pour l'Union sacrée de 391 députés sur 500. 391 députés, cela laisse que 109 députés pour l'opposition d'aujourd'hui, composée et du FCC et de la MOCA, de Martin Fayulu à Adolphe Mouzito. Déjà un commentaire sur ce chiffre? Non, je crois que c'est intéressant. Ça permet au président de s'assurer que, bon, il a le boulevard devant le pour piloter. Maintenant, dans l'Assemblée nationale,
Les données varient suivant les circonstances. On aura très prochainement un nouveau Premier ministre. On aura un nouveau gouvernement. Et lorsque ce gouvernement sera formé, et peut-être qu'il y aura des insatisfaits. Et peut-être qu'on va avoir des gens qui vont quitter la droite pour le milieu. Et par la suite... Oui, pourquoi pas? Tout est possible en politique, comme vient de le dire le doyen, tout est possible. C'est-à-dire que c'est un milieu où vous avez même des difficultés à appréhender des données avec les instruments juridiques. Même la science politique qui permet de l'appréhender, elle est suffisamment très, très relative. Maintenant, le président Tshisekedi, non, c'est déjà bon. Je crois que pour les mois à venir, il pourra bien dormir, bien manger. Il pourra se dire que bon, tout va bien. Mais, je le dis, pour un pays comme le Congo, dont on connaît l'effervescence sur le plan politique, au détriment des intérêts du peuple, je crois qu'il aura intérêt à continuer par travailler. Je crois que le président Félix Tshisekedi ne va pas s'arrêter en un si bon chemin. Quand ce gouvernement sera formé, d'abord, la formation de ce gouvernement-là, il faut que dans l'ombre, il puisse voir clair dedans. Et lorsque c'est formé, il faut qu'il suive de près les choses, comme je l'ai dit. Et cette Assemblée nationale également, elle doit être suivie. Mais le plus important, c'est l'après-période de crise entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale. En fait, je crois que quand on va dépasser ça et que le nouveau gouvernement sera formé, il va falloir véritablement que le président de la République il se concentre avec son équipe sur les problèmes de la population. Il faut qu'il se concentre véritablement parce que cette description qui vient d'être faite, des populations qui n'ont pas d'abri, des populations qui ont du mal à satisfaire les besoins fondamentaux, alors qu'on a un pays quand même riche, ce n'est pas un pays pauvre, du tout. Un pays qui a été saccagé par Mobutu, et Kabila est venu, il a fait son temps. Le président Tshisekedi, il faut qu'il sorte, il faut qu'il apparaisse comme celui qui fait vraiment mieux. Il faut qu'il apparaisse comme le sauveur du peuple. Et je crois qu'il doit veiller à cela, tout en préparant. C'est d'ailleurs ça qui lui permet de préparer un second mandat. Parce que je lis dans sa démarche la course au second mandat. Voyez, les présidents, entre-temps, jusqu'à il y a 10 ans, 12 ans, les présidents attendaient environ 1 an avant de commencer par réfléchir à leur prochain mandat. Mais depuis quelques années, environ 10 ans, même moins de 10 ans, vous allez voir, quand je prends l'exemple du Bénin, quand le président Yahi était arrivé, et très tôt, il a commencé par penser au second mandat. Et le président actuel également, vous allez voir que très tôt, il a commencé par penser au second mandat. Pourquoi? Parce que non, lui n'avait pas le droit. Les gens se disent que leurs opposants sont là et à tout moment peuvent jouer le jeu de manière à ce qu'ils soient lâchés par le peuple. Or, ce qui fait qu'un président est lâché par son peuple, c'est la violation massive des droits fondamentaux, en fait. C'est ce qui fait qu'un président doit être réélu, il n'a pas besoin de travailler. Il suffit de maîtriser les grands électeurs. Non, je crois que ça, c'est politique. Et je crois que le président élu doit travailler à la sécurité de son peuple, il doit travailler au développement du peuple, faire en sorte que le peuple se porte bien, respecte les droits fondamentaux, respecte les libertés fondamentales. Parce que, vous voyez, quand on s'intéresse un peu aux données spirituelles liées au pouvoir, le pouvoir vient de Dieu. Mais si Dieu vous confie 60 millions de population à vous, ou 12 millions de population comme au Bénin, ou bien, c'est pas 150 millions au Nigeria, ou bien combien en Côte d'Ivoire, le président de la République doit comprendre que il sera interpellé plus tard par rapport à la manière dont il s'est occupé de ce peuple-là. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être président de la République. Donc, lorsque quelqu'un a la chance, c'est-à-dire la perception de la présidente de la République en Afrique, elle est totalement en décalage avec la perception en Occident et en Amérique. Mais je crois que c'est lié à notre histoire constitutionnelle et politique. Avec le temps, et grâce à l'éducation, grâce à la sensibilisation du peuple, et grâce à l'éveil du peuple, et les hommes politiques et les dirigeants vont comprendre qu'ils ne sont là
que pour satisfaire le peuple. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de quitter un pouvoir et de recevoir les bénédictions du peuple? Hein? Vous imaginez une population de 60 000 millions de personnes qui bénissent celui qui vient de finir son second mandat. Et qu'est-ce qu'on remarque en Afrique? On finit son second mandat, on s'arrange, on modifie la Constitution. Et quand la Constitution est modifiée et on prend un nouveau mandat dans une nouvelle république, bon, les mathématiciens vont vous dire que c'est un troisième mandat. Les juristes constitutionnels vont vous dire que certains vont vous dire que non, c'est un nouveau mandat. Premier mandat de la nouvelle république. Il faut mettre au devant de tout le bonheur du peuple. C'est très important. Donc le président Félix Tshisekedi, je crois que ces intrigues-là, quand ces intrigues-là seront passées, il faut qu'il se concentre maintenant sur le bonheur du peuple, tout en suivant de près ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est normal, et ce qui se passe au niveau du gouvernement, de son Premier ministre, c'est normal. Donc voilà un peu ce que Alors, Dieudonné Lokossou, on parle de 391 députés pour l'Union sacrée. Il en reste 109 pour l'opposition représentée aujourd'hui par le FCC de Joseph Kabila et la coalition Lamouka, représentée par Martin Fayoulou et Adolphe Muzito. Est-ce que pour vous, ces deux blocs politiques-là peuvent s'entendre? Je rappelle que Martin Fayoulou a été en prison sous l'ancien président Joseph Kabila. Aujourd'hui, il continue d'être dans la contestation des institutions en place aujourd'hui. Est-ce qu'il y a possibilité pour lui de s'entendre avec le FCC de Joseph Kabila, qui, quoi qu'on dise, est peut-être responsable de ce qu'il vit aujourd'hui? Bon, mais de toutes les façons, je crois que il ne reste que 109, et c'est lui qui a le pain et le beurre. Et il y aura certainement d'autres migrations. Parce que ce n'est pas... C'est ça que j'ai dit. C'est pas basé sur une idéologie où on doit voir les gens de la gauche, les gens de la droite ou les gens du centre. Bon, tout le monde veut être bien vu par le président. Voilà un pays où leur propre monnaie, autant de Mobutu. J'ai lu un article dans Jeune Afrique où on a dit le Zaïre, un pays où tout le monde est millionnaire à cause de la monnaie. La monnaie n'est pas forte, complètement dépréciée. Et c'est avec le dollar ou le Zaïre, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais ça doit être toujours le Zaïre qu'on paye les gens. Donc, une entente, c'est pas évident parce que les gens doivent se méfier. Le groupe de FCC, là, le président qui est sorti Kabila, malgré lui, va se méfier parce que ce qui se passe là, lui, il va prendre ça comme une haute trahison. Tout à fait. Ouais, parce que il a investi pour que les gens votent pour lui et ils ont voté pour lui et ils attendent qu'un autre président s'installe. Qu'est-ce qu'il reproche fondamentalement à l'ancien dictateur qui est parti? Donc, tout ça là, ce n'est pas innocent. Comme ça se passe dans tous les pays d'Afrique, c'est la corruption. Donc, qui ne dit pas son nom, c'est la corruption. Les gens proclament la corruption. J'ai écouté quelqu'un sur votre plateau 100% hier, il a dit, mais quand les gens en Europe font la campagne, est-ce qu'ils disent, nous faisons campagne pour éradiquer la corruption? Non, les gens d'autres thèmes. La corruption, c'est là-bas, bien assis là-bas. Et pourtant, les gens, quand ils volent, quand ils font des bêtises, on les jette en prison, c'est toujours avec sursis, ainsi de suite. Donc, l'Afrique a besoin des gens, malheureusement, comme Sankara, comme Rawlins, et comme Lumumba. Qui sont tous morts. Oui, ils sont tous morts. Quand vous voulez vous hasarder sur ce chemin pour contrer le colon ou l'impérialisme ou le néocolonialisme, ben vous êtes broyés. Mais un jour, moi j'étais avec le président Soglo et je défendais la non-privatisation de la Sonacop. La discussion était chaude. Et il m'a dit, mais monsieur Lokossou, vous voulez qu'on vienne
pointer l'arme sur moi comme on a fait pour Sankara. Donc, ce n'est pas facile aussi. Lorsque les gens gèrent, il y a toujours des interférences. Des pressions. Et cette fonction-là, je crois que si quelqu'un a la chance de passer une fois, il n'a qu'à laisser. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a fait pour dire, parce que j'entends souvent dire, s'il n'est pas là, qui viendra? Mais s'il était mort, il y aura toujours des gens pour continuer. Tout à fait. Donc voilà. Aucun pouvoir n'est éternel. Alors, je voudrais vous demander, Justin Mpati, aujourd'hui, on parle, vous avez fait cas, tous deux dans vos analyses, de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba. Ils ont hésité avant de rallier cette famille politique dénommée Union Sacrée. Selon vous, qu'est-ce qui a ralenti leur adhésion? Est-ce le partage du gâteau, le partage des postes de responsabilité, ou est-ce que ces deux personnalités-là vont, pourquoi pas, accepter de prendre des fonctions officielles dans l'appareil d'État? Non, je crois, pour ce que je sais de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Congo, je crois que c'est fondamentalement par rapport à leur passé. Par rapport à leur passé et également un peu par rapport à la géopolitique, à la géopolitique actuelle. Katumbi, c'est lui qui était en exil. Tout à fait. Voilà. Et Jean-Pierre Bemba, lui, s'est retrouvé à la CPI. Et vous voyez, c'est des gens qui, quand même, ont laissé des plumes par rapport à leur position politique. Mais il me semble que Katumbi, tout en manifestant son opposition à Kabila et en se braquant carrément contre Kabila, a toujours démontré que Tshisekedi est son frère. Je crois, parlant de la manne, c'est-à-dire des postes de responsabilité, c'est à eux de voir. Soit ils vont faire comme Kabila, soit ils vont faire autrement, c'est-à-dire faire comme Kabila, c'est qu'ils envoient des satellites, ils envoient des éléments à eux dans le gouvernement, et à partir de ces éléments-là, ils contrôlent, ils voient un peu ce qui se passe et ils essaient de voir dans quelle mesure influencer les dynamiques de manière favorable à Tshisekedi si l'alliance se poursuit, ou de manière défavorable à celui-ci si entre-temps ils connaissaient des cochus. Comme ils peuvent choisir de se retrouver dans ce gouvernement-là. Moi, je crois que il me semble que Jean-Pierre Bemba et Katumbi dans le gouvernement de Tshisekedi, ça ferait davantage mal à Kabila. En tout cas, Tshisekedi verra. Il verra, bien qu'il ne soit pas le Premier ministre, il verra, il va apprécier. Ce qui est sûr, et vu la manière dont il avance, la dynamique dans laquelle il est, il ne va pas accepter, il ne va pas prendre une option qui l'affaiblit devant Kabila. Il va adopter une option qui le renforce et qui le conforte davantage devant Kabila. Maintenant, par rapport au 109 à l'Assemblée nationale, rapidement, tout dépendra du résultat de l'action du Premier ministre qui sortira de cette Assemblée nationale, c'est-à-dire de ces 391-là, de son gouvernement. Parce que si ce Premier ministre-là est avec le gouvernement, même sans influence de Katumbi, sans influence de Jean-Pierre Bemba et d'autres acteurs politiques, si entre-temps ils étaient appelés au patate de la manne, si ce gouvernement-là fait piètre figure et que le président ne se retrouve pas dans ses résultats, tout peut encore se modifier, tout peut être modifié. Tout peut être modifié. Les 109 là, ce n'est pas impossible qu'ils soient érodés, qu'il y ait érosion et que ça passe peut-être à 100. Et ce n'est pas impossible non plus que ça monte peut-être à 100, à 150. Parce que, vous voyez, quand vous prenez les gouverneurs provinciaux là, ils étaient tous pour Kabila. Tout à fait. Mais il a suffi que, bien que le président actuel ait rompu avec Kabila, ils ont tous fait allégeance simplement parce que
il a en main le pouvoir et il a en main la manne. Donc, il y a ces données-là qui peuvent jouer sur la configuration de cette Assemblée nationale. Rien n'est sûr. Voilà. Rien n'est vraiment sûr. Alors, aujourd'hui, est-ce que, selon vous, la présence de Jean-Pierre Bemba ou de Moïse Katumbi, par exemple, à des postes de responsabilité officielle, est-ce que cela ne va pas faire de l'ombre au président Félix Tshisekedi? Je crois que Katumbi a été gouverneur d'une Katanga et il a bien géré. Il a eu des chiffres, tout Donc, à fait. c'est dans la perspective des élections qu'on a inventé une affaire immobilière et il a été condamné. Et il a pris la fuite. S'agissant de Jean-Pierre Bemba, lui, c'est la rébellion centrafricaine qui lui a créé des problèmes et il est allé faire la prison de 10 ans. Donc, je crois que si Kabila doit choisir quelqu'un, doit avoir son dévolu sur quelqu'un, ça doit être d'abord Jean-Pierre Moïse Katumbi. Vous voulez parler de Tshisekedi? Et je suis sûr que quand il va lui proposer, soit le premier poste de Premier ministre, tout ça, il ne va pas rejeter l'offre. Sauf, je ne sais pas. Donc, moi, je crois que il a intérêt, effectivement, à faire régner la paix, à régler les problèmes de sécurité. Parce que les problèmes de sécurité, c'est depuis Mobutu Sese Seko. Les mercenaires, les Bob Denard qui est venu ici, mais ils ont toujours un esprit sécessionniste, surtout les gens de Moïse et Tchombé, au Katanga, là où ils ont tué Lumumba, ils l'ont charcuté, et ils l'ont mis, comme je l'ai dit, dans de l'acide sulfurique. Et aujourd'hui, un colon aurait gardé une de ses dents, et c'est ça qu'on réclame pour lui faire offrir une sépulture. Bon, qu'à cela ne tienne. Donc, alors, aujourd'hui, est-ce que, selon vous, des personnalités, je repose peut-être la même question sous une autre forme, des personnalités comme Katumbi et Jean-Pierre Bemba, on sait que ces personnalités-là ont des intentions politiques intactes. Les prochaines élections, c'est déjà demain. Il ne faut pas se mentir. Est-ce que, selon vous, accepter des postes de responsabilité, ce n'est pas aussi partager le bilan politique de Félix Tshisekedi? Est-ce que cela n'arrange pas plutôt Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi d'être en embuscade, de dire oui, nous ne sommes pas contre, nous observons, nous accompagnons, et d'être libres de rentrer en campagne pour 2023? Oui, en fait, la question que vous posez maintenant, elle est, bien que ce soit les mêmes noms, elle est différente de la question précédente. Parce que précédemment, on a vu la perception du président Tshisekedi par rapport aux deux autres, à Katumbi et à Bemba. Et est-ce que qu'est-ce qu'il arrange? Nous avons traité de ça. Maintenant, est-ce que les deux autres-là, les Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce qui les arrange véritablement rester physiquement aux commandes de l'exécutif avec le président Tshisekedi en tant que Premier ministre ou en tant que ministre ou ministre d'État ou tout ça? Qu'est-ce qui les arrange? Je crois que là également, tout à l'heure, là, entre-temps, soit ils vont choisir de se faire, d'envoyer des éléments, comme je l'ai dit, pour suivre les choses. Ont des personnalités. Voilà, pour suivre. Voilà. Et comme ils ont la possibilité d'être dans le parti, dans le gouvernement, et d'en sortir suivant les dynamiques qui se présentent. Ce n'est pas. On a déjà vu ça dans certains pays où. Même au Bénin, ici, ça s'est passé, où on a participé à l'action du président et à 1 an de la fin de son mandat, et à l'occasion d'un remaniement ministériel où, en tout cas, on démissionne et on va se préparer. Mais je crois que ce qui arrange beaucoup plus Katumbi et Jean-Pierre Bemba véritablement, c'est qu'ils puissent envoyer des satellites dans le gouvernement et qu'ils accompagnent. Mais ce schéma-là n'arrange pas Félix Tshisekedi parce que, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, il sera pratiquement exposé. Mais même s'il est exposé, il va jouer le jeu parce qu'il est en train de nous montrer que même
exposé face aux réalités politiques. Il est stratège politique. Il est un très grand stratège politique. Je crois qu'il n'est pas très loin de certains en Afrique de l'Ouest. Il est un très grand stratège politique. Sauf que je vois à son niveau un certain souci du respect des textes, même si c'est un peu en décalage. Donc voilà, je crois qu'il faut voir les données par rapport aux 3 prochaines années. Et par rapport aux 3 prochaines années, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont véritablement intérêt à accompagner le président Félix Tshisekedi, parce que Kabila applaudira en cas d'échec ou en cas de difficulté, en cas de mauvais résultat. Kabila va applaudir. D'où il faut véritablement qu'il l'accompagne de manière directe ou de manière indirecte, et que le président Tshisekedi également joue le jeu, et qu'il joue le jeu, qui est cette fois-ci là de la calmie, et qu'on avance et qu'on attaque les problèmes de développement. Un pays ne va pas passer 60 ans d'existence et à faire de la politique politicienne et à tourner en rond, se dribbler. Et puis, je voudrais dire quelque chose par rapport aux puissances internationales et par rapport à la communauté internationale qui accompagne le Congo par rapport à ces questions-là, par rapport à ces réformes-là. Il est important que la communauté internationale constate avec nous que ce peuple a trop souffert. Et que cette communauté internationale, ainsi que les États, la Belgique, la France et les États-Unis et l'ONU, que toutes ces institutions internationales et que tous ces États-là, qu'ils essayent de réduire sérieusement la recherche ou la poursuite de leurs intérêts partisans, qu'ils essayent de bémoliser sérieusement leurs intérêts partisans, le pillage du Congo, qui bémolisent complètement tout ça là, pour pouvoir accompagner véritablement ce pays. Parce que il faut aussi dire que le Congo, la sécurité au Congo est quand même un élément déterminant par rapport à la sécurité dans la sous-région. Donc, que l'ONU, que les États-Unis, que la France, parce que la politique américaine, même récemment, elle prend en compte le Congo, le Congo fait partie, l'Angola, le Congo, le Nigeria, tout ça. Donc, que la communauté internationale se dise que le Congo est un défi pour lui et que dans les prochaines années, là, que le Congo change complètement de visage. Au-delà de cela, le Congo lui-même doit savoir ce qu'il veut et doit se donner une orientation politique claire. Une vision claire, une vision consensuelle qu'accompagne les principaux acteurs politiques, qu'accompagnent les puissances internationales. Il faut qu'on finisse avec un Congo où chacun se lève, il fait ce qu'il veut. On dribble l'un, on dribble l'autre. On va chercher des puissances internationales pour dribbler celui-ci. Et par la suite, le peuple est affamé. Il faut qu'on finisse avec ce Congo. Et je crois que le président Félix Tshisekedi a intérêt à aller dans ce sens. Il faut qu'il concentre, qu'il fasse concentrer les forces dans une même direction. Même Kabila, rien n'est impossible. C'est bien possible que plus tard, dans 1 an et demi ou dans 2 ans, que les données s'améliorent, le rapport s'améliore avec Kabila, avec FCC, et que tout cela là arrive qu'ils arrivent à un terrain d'entente et qu'ils puissent maintenant regarder la construction du pays. Tout le monde dans la même direction. Tout le monde dans la même direction. Ce n'est pas impossible. Le président Tshisekedi doit y travailler. C'est pour cela que si en un premier temps, il y a alliance, il y a construction de cette union sacrée-là, avec Katumbi, avec Bemba et tous les autres là. Et il ne faut quand même pas jeter Kabila sur le tas d'ordures. Il ne faut pas aller le jeter à la poubelle, je crois. Voilà qui est clair. Le peuple l'a déjà rejeté. Il a fini son mandat. Il reste un ancien président, donc vous avez tout à l'heure avoué qu'il continue d'avoir une surface, surface financière, surface politique. Oui. Donc, possibilité d'union sacrée de la nation pour guérir le Congo, un pays que vous avez visité et parcouru, un pays sur lequel vous avez beaucoup lu. Possibilité d'union sacrée, c'est possible selon vous? Non, je rappelle que vous n'êtes pas trop amoureux de la doctrine de l'union sacrée. Vous estimez que dans les États, il faut... Non, moi je suis fondamentalement contre la pensée unique. Et je suis d'accord. Je suis fondamentalement contre. Parce que
la pensée unique, ça conduit droit dans le mur. Voilà un pays très riche et on a laissé les mains libres à des étrangers, les néocolons, l'impérialisme, et on vient siphonner les ressources. Alors, et le peuple, depuis 1960, c'est les plus habiles politiquement qui s'en sortent. Mais le bas peuple est là. Et quand vous voyez certaines images, vous allez dire, mais c'est ce pays qui est un scandale géologique. Et puis bon, donc moi je pense que ce n'est même pas bon pour le président actuel. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est des alliances contre nature. Et demain, les gens peuvent quitter. Et ça peut commencer par la formation du gouvernement, du nouveau gouvernement. Si certaines se sentent lésés, ils peuvent commencer en même temps par exprimer leur colère. Et puis bon, la stabilité, ce n'est pas à partir de cette union sacrée là. Moi, je n'y crois pas du tout. Parce qu'il y a trop d'opportunistes en Afrique. Tous ceux qui applaudissent vous disent, bon, 10 ans, 20 ans, 40 ans. C'est à cause de leur ventre. C'est vrai qu'à la tête de certains membres de cette union sacrée-là, on est obligé de sourire parce que certains y sont. On se dit forcément qu'ils n'ont juste pas envie d'être dans le camp des opposants. Rapidement, mot de fin. Vous savez, dans un ensemble, il y a naturellement des éléments et des éléments de différentes natures. Et le problème d'idéologie et de conviction politique est un problème qui mérite d'être posé par rapport aux partis politiques en Afrique et par rapport aux alliances. Et je crois qu'il faut que les États africains doivent travailler à la création des partis politiques suffisamment solides, avec vision politique claire. Et nous, on doit privilégier le consensus, à la place, le doyen ne veut pas de la pensée unique, qu'on privilégie le consensus et qu'on fasse en sorte que les règles juridiques soient respectées et qu'on regarde le peuple. Le plus important, là, c'est la satisfaction de l'intérêt du peuple, l'intérêt général. Voilà qui est clair. Vous êtes Justin Ongpati, chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous aujourd'hui, Dieudonné Lokossou, panafricaniste, grand militant des droits de l'homme, ancien secrétaire général de la CSA-Bénin. Merci de nous avoir suivis pour cette émission consacrée donc à l'actualité en RD Congo. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. Merci.